La batterie, ça fait 25 ans qu'elle est complètement cassée. Et quand tout à l'heure, Dr Nyang me demandait est-ce que nos problèmes d'érosion, c'est du fait de l'homme ou du fait de la nature? C'est vrai que la nature joue un rôle, mais c'est surtout du fait de l'homme, parce que si les hommes avaient pris en compte de réparer les ouvrages qui étaient là pour gérer les houles, eh bien, on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. L'homme aurait pu anticiper. Exactement, exactement. Donc vraiment, les problèmes du littoral, c'est 80% de la responsabilité des hommes. D'accord. On a joué sur le virage. Même bien, quand il descendait, il prenait son véhicule pour ramener. Personne ne venait là. Et maintenant, bon, voilà quoi. Cathy, j'ai été le premier à Marseille. Tu te rappelles, quand les gars de Watt, là, le colonel médecin de Watt. Nous avons vu que tout a été plus ou moins bradé de manière parcellaire, soit à des hôteliers, soit à des privés qui ont construit à leur goût et à leur manière, sans répondre à aucun plan d'aménagement, et que l'État lui-même a été complètement absent. Ce qui est dommage aussi aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que pratiquement toutes les plages qui, dans le passé, étaient laissées au public sont privatisées. Aujourd'hui, le peu de plages qui restent sont des plages qui ne sont pas sécurisées, qui contiennent beaucoup de pierres, parce que là, avec l'aménagement, les privés se sont vraiment positionnés dans une posture où ils ont pris toutes les bonnes plages, les fins de plage. Ce qui est le constat le plus dommage, c'est que l'État lui-même a participé au bradage du littoral parce que c'est du domaine public maritime et c'est eux qui signent vraiment le bail ou autorisent les constructions sur ce littoral-là. Bonjour, je suis Marielle Dieng, Madame Mikalev. Je suis la présidente de l'association pour la protection des Almadies. Donc le combat des Almadies, c'est un peu, depuis une dizaine d'années, un combat pour le littoral, au niveau de l'urbanisme et des constructions anarchiques aussi, qui se font un peu en dépit du bon sens, en dépit des règles d'urbanisme. L'association existe depuis une dizaine d'années. On a eu l'occasion de créer plusieurs plateformes SOS Littoral avec AVE et d'autres associations. Et maintenant, on a pu créer la Perle, qui est donc à la suite de la chute du mur de l'ambassade de Turquie. Voilà, en gros, c'est un peu... Là, nous avons, pendant quelques dizaines de minutes, fait une visite du littoral ouest de Dakar, une vue par la mer en tout cas de ce littoral ouest, et il y a un constat manifestement flagrant au niveau justement des Almadies, une occupation complètement anarchique, une urbanisation à outrance. Quel est le constat que vous pouvez faire? Alors déjà, première chose, il y a une époque pas très lointaine où on avait accès aux plages, où les femmes pouvaient descendre à une certaine période de l'année cueillir des oursins, puisqu'elles faisaient la cueillette des oursins. Maintenant, elles ne peuvent plus. La corniche a été complètement remblayée sur la mer, donc il n'y a plus du tout d'espace plage. Et par-dessus ça se rajoute toute la pollution que ces restaurants induisent
Parce qu'effectivement, ils ont un restaurant, ils ont des toilettes et tout se déverse directement à la mer. Donc c'est une catastrophe aussi écologique, je pense, ne serait-ce que pour les poissons, pour les gens qui arrivent à s'y baigner un petit peu, pour les surfeurs, pour tout le monde. Voilà. Donc, Et quels sont votre avis, quelles sont les solutions qui peuvent être apportées à cette situation dramatique? Alors cette situation dramatique, c'est un peu compliqué parce que ces restaurants sont installés, ils ont construit en dépit du bon sens et en privatisant. Et maintenant, qui aurait le courage de détruire ces restaurants pour réaménager les plages? Parce qu'il faut un réaménagement complet des plages pour arriver à retrouver des plages publiques pour que tout Dakar et même tout le Sénégal puisse se baigner sans avoir à payer 3 000, 10 000 ou... Le code de l'environnement interdit toute construction sur près de 200 mètres. Est-ce que l'État, à votre avis, faillit à ses obligations? Ah, complètement, complètement. Nous, ça fait 10 ans qu'on se bat et ça n'a fait qu'empirer. Donc, si l'État nous avait soutenus, je pense que ça ne serait pas arrivé à ce stade-là. Est-ce que c'est une bataille vaine à votre avis? Ou vous pensez qu'il faut... Alors, il y a des moments il y a des moments où je baisse un peu les bras, mais bon, quand Oumar, Karim, Woré et Bass viennent derrière moi m'encourager, je repars, quoi. Est-ce que vous êtes convaincu que les choses pourraient changer? Les choses pourraient changer, effectivement, avec des décisions fermes, avec des solutions qui pourraient arranger tout le monde, je pense, parce qu'en réfléchissant bien, il y a sûrement des choses à faire. Les choses pourraient changer. Maintenant, il faudrait vraiment une grosse volonté politique. Et en l'état actuel, est-ce qu'on peut espérer justement qu'il y ait des changements concrets compte tenu de la situation actuelle? Moi, objectivement, je suis un peu dubitative. Maintenant, bon, peut-être que ce combat et le fait qu'on soit enregistré justement aujourd'hui va peut-être faire un petit impact, mais on a quand même déjà été reçu au niveau de la présidence et il n'y a pas eu vraiment de résultat, donc je suis dubitatif. Bon, il y en a qui y croient, j'essaye de les suivre. Je pense qu'il voudrait faire le système des marinas. On a sur la place là. Ils sont toujours là d'ailleurs. Ça, c'est les blocos. J'ai à peu près 3 casquettes dans le domaine de l'environnement, hormis les réseaux. Donc, je suis le président de l'association des volontaires de l'environnement, que j'ai fondée depuis 2002, reconnue par le ministère de l'Intérieur au Sénégal. Et en 2008, nous avons fondé aussi l'association pour la défense du littoral sous le pseudonyme de SOS Littoral, que tout le monde connaît. Et je suis chargé de plaidoyer au niveau de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. Donc un réseau que nous avons aussi inspiré et mis en place. Avec l'association des volontaires de l'environnement, qui est née depuis 2002, nous avons développé énormément de programmes. Énormément. Donc, dans le cadre du plaidoyer, avec le déroulement d'un projet financé par l'UICN de renforcement de capacité au niveau des acteurs sociaux de Ouakam. Et ce projet nous a conduit à inspirer une loi au Sénégal, la loi littorale. Donc nous avons été précurseurs de cette loi. Donc l'ADA a développé des programmes de reboisement, d'assainissement, de formation, etc. Avec SOS Littoral, d'une manière spécifique, nous sommes allés vers le domaine public maritime où nous avons quand même soulevé cette problématique au Sénégal et l'avons apporté à un certain niveau jusqu'à ce que l'État puisse quand même avoir le projet d'une loi littorale où nous avons aussi contribué énormément au plan scientifique. Vous êtes connu et reconnu en tant qu'activiste sur les questions
de développement durable, mais plus précisément sur les préoccupations majeures du littoral au Sénégal, quel est le rôle quel rôle jouez-vous, hein, et votre association dans ce combat pour la protection du littoral sénégalais? Bon, nous nous sommes rendus compte que c'est une véritable problématique, comme vous le dites, le domaine public maritime, parce que rien qu'en observant Dakar, la façade maritime de Dakar, qui est obstruée à tout point de vue, alors nous nous sommes dit que nous allons prendre ce problème à bras le corps. Et c'est à partir du mur de l'ambassade de Turquie que quand même la presse nous a révélé au grand jour. Alors parce que quand même ça touchait à des questions diplomatiques. Alors la question du DPM, tout le monde l'a constaté, il y a une occupation anarchique qui ne dit pas son nom, les terres du littoral sont aliénées avec ces impacts néfastes au niveau marin. Donc nous nous sommes dit que bon, voilà, nous devons nous opposer, hein, et essayer d'influer sur des politiques publiques, donc nous opposer au bradage de ces terres qui appartiennent à tout le monde, et essayer quand même d'amener l'État, parce que c'est ça l'objectif du plaidoyer, c'est ça le but, d'amener l'État quand même à prendre conscience et à régenter vraiment, ou bien à faire appliquer, parce que dans le domaine public maritime est déjà régenté. Et il y a une fenêtre dans la loi sur le domaine public maritime, une toute petite fenêtre qui concerne l'article 19, qui dit que le président de la République a le pouvoir de déclasser un patrimoine dans le domaine public. Donc tout est déclassé, tout est donné. Hein, et on l'a donné à des privilégiés. Donc nous qui sommes quand même dans les sujets, dans les questions du développement durable, nous ne pouvons pas regarder cela impunément. Voilà, c'est pour cette raison que nous nous sommes lancés alors dans cette problématique et que nous combattons pour amener l'État à savoir raison garder. Donc dernièrement, vous avez organisé une caravane maritime. À quoi consistait-elle? Bon, cette caravane maritime, il faut comprendre d'abord qu'en 2009, nous avions fait cette caravane thématique, hein, où nous sommes allés quand même sensibiliser alors les terroirs de pêche artisanaux sur les méthodes de pêche prohibées. Donc 2009-2016, 7 ans plus tard, je pense qu'il était opportun quand même de reprendre cette même activité. Cette fois, nous avons donc le 26 août 2016 parcouru le littoral rocheux de Dakar pour voir l'état de dégradation par rapport aux phénomènes érosifs marins, hein, de la côte et l'état de son occupation anarchique. Voilà. Et pour voir aussi la pollution, parce que quand même il y a des questions de pollution qui sont, que les gens, que l'État quand même doit prendre en compte. Et l'objectif de ce caravane, donc, c'était un diagnostic en profondeur du littoral, de la problématique côtière de Dakar. Donc, et cette problématique tourne autour des sujets dont je viens de citer, l'érosion côtière, l'occupation anarchique et la pollution hydrique avec ce qu'on appelle les polluants organiques pollueurs, les POP. Pourquoi militez-vous contre l'occupation de la façade maritime de Dakar? Parce que Dakar a une façade maritime unique au monde. Vous savez, le plateau continental, c'est l'endroit le plus avancé dans l'océan Atlantique au niveau de son plateau continental. Ici, c'est l'extrême ouest du continent africain. On dit que Dakar est le nez de l'Afrique, c'est une porte d'entrée. Donc, la beauté de son paysage, cette beauté paysagère, je te parle alors de son écosystème, qui était quand même assez riche. Il y a beaucoup de thèses scientifiques, les gens ne les connaissent pas, qui sont sur le littoral, dans les zones de frères, ici à Ouakam même, hein, donc derrière le mur de la base française. Énormément de thèses scientifiques. Hein. Donc c'est un écosystème qui est quand même assez riche, assez important au niveau biodiversité, mais au niveau paysager, donc cadre de vie environnemental, c'est unique avec ces belles falaises de Ouakam qui viennent d'être donc agressées d'une manière outrancière par le professeur Cassé avec son clinique cancer. Et ça aussi, bon, nous allons en parler en profondeur, peut-être dans les interviews.
Donc, quels sont les enjeux majeurs alors de la façade maritime à Dakar? C'est un peu répétition, mais allez-y. Oui, mais les enjeux majeurs, tu sais, c'est la beauté d'un pays, hein? La beauté. Et quand je parle de la beauté, donc c'est l'hygiène, c'est la beauté paysagère, c'est l'environnement d'une manière générale, au sens vraiment horizontal et vertical du terme. Donc, la beauté d'un pays attire le tourisme. Et vous savez que le tourisme, c'est le secteur secondaire du pays. Hein? Moi, ici, longtemps, c'était le secteur secondaire. Un pays doit se préserver, hein, dans son... C'est afférent à la santé même de ses populations. Donc cette façade maritime, cette corniche ne doit pas être obstruée. Elle doit être laissée en l'état, parce que déjà, si on fait une glissade au niveau scientifique, vous savez que la première chaîne de maillon alimentaire commence par le littoral. Le littoral est une zone de frayeur protégée par la convention de Ramsar qui régit la gestion des zones humides du monde. Donc avec le phénomène des eaux de ruissellement, des phytoplanctons et des zooplanctons, c'est ce qui fait le repeuplement des espèces au niveau marin. Donc que ça devrait nous pousser à préserver nos côtes. Donc maintenant il y a la beauté paysagère aussi qui peut amener du tourisme comme c'est pas possible. Donc voilà quoi, nous qui sommes des amoureux de la nature, de l'écologie, donc cette fibre-là quand même nous pousse à ne pas quand même cautionner, hein, ces types d'agressions comme l'altération des falaises de Wakam et autres occupations sur le littoral. ni defaral sa dëkk dañu nekk ci lëndëm soxla ku ñu niital ci dëkk bi nga dëkk ni defaral sa dëkk duñu dem ni gumba lañu jiital ci dëkk bi nga dëkk ni sargalal sa dëkk dañu nekk ci lëndëm soxla ku ñu niital ci dëkk bi nga dëkk ni liggéeyal sa dëkk kaay leen ñu àndandoo jële fi ñi di tiital wayo Donald Trump. Capitaine Mam Abdou Faye, je suis le conservateur adjoint du Parc national des îles de la Madeleine, qui est une structure qui dépend de la direction des parcs nationaux, qui est logée au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le Parc national des îles de la Madeleine couvre une superficie de 42 hectares. Il se trouve à Dakar, hein? Oui, il se trouve dans la région de Dakar et a à sa tête un conservateur qui est nommé par le directeur des parcs nationaux. La mission principale de l'organe de gestion qui gère le parc est de conserver la biodiversité qui s'y trouve. Parce que, vous voyez, quand vous faites un tour aux îles de la Madeleine, vous verrez plus ou moins l'importance que le site concerne dans son entité. D'abord, en termes de biodiversité, très riche d'ailleurs dans le parc, vous verrez des espèces de flore très diverses que vous ne trouvez peut-être pas en pleine ville, que vous ne trouvez que dans le parc. La faune également est très diversifiée, avec plus particulièrement le feuilleton qui porte d'ailleurs l'emblème du parc, qui, sur toute la côte ouest africaine, niche qu'au niveau des îles de la Madeleine. Il y en a d'autres espèces, comme des colonies de cormorans qui se reproduisent, des colonies de sternes bridés qui y nichent également. Il y a aussi des tourne-pierres à collier interrompu et tant d'autres espèces du point de vue de la faune. La richesse du parc également est liée à ces aspects socio-culturels. Vous voyez que très souvent, vous voyez la population lébou qui, dans le rituel annuel habituel, qui passe souvent pour aller faire le sacrifice dans la zone, compte tenu du fait que les génies protecteurs donc, de la ville de Dakar, qu'on appelle communément le Daour, habitent au niveau des îles. Pour vous dire que c'est tellement important les îles de la Madeleine pour la collectivité lébou, que du point de vue culturel. Alors,
Tout ça maintenant rassemblé fait que l'État du Sénégal a pensé à ça. Déjà l'aspect conservation de la biodiversité, l'aspect conservation des aspirations socio-culturelles d'une communauté fortement implantée à Dakar a fait que l'État a pris un décret pour classer la zone et l'ériger en parc national, donc, qui est composé de 3 entités en fait. D'abord, il y a le grand plateau que vous apercevez, ce qu'on appelle communément la Grande Île, qui couvre une superficie de 17 hectares. Il y a également la petite île appelée l'île Loun, mais il y a également une partie maritime qui fait partie du parc, qui fait 100 mètres tout autour du parc. Voilà. Donc, maintenant, dans le développement, dans notre mission de conservation et de protection de la biodiversité qui s'y est, donc on développe une politique d'approche participative envers la population. On est tous d'accord que ceux qui menacent les ressources sont ceux qui habitent à côté des ressources, très souvent. Alors, on a dépassé maintenant le stade de lutte active. Il ne faut pas porter des armes pour aller chasser des plongeurs ou des pêcheurs, mais il faut plutôt aller vers la conscientisation des gens qui agressent les ressources. Et comment le faire? On a utilisé maintenant la politique d'approche participative en fait, de la population. Et c'est cause pour laquelle on a créé au niveau de l'ensemble des parcs du Sénégal encore des GIE, des éco-gardes qui sont avec l'organisation, qui nous appuient dans les principales missions que nous faisons. Plus particulièrement, les missions de surveillance du site, les missions de sensibilisation auprès de la population. Ils nous accompagnent vers la population locale pour leur montrer plus ou moins l'impact en fait, du site en termes de biodiversité, en termes de socio-culturel, en termes d'économie. Ils nous appuient également dans le cadre des activités habituelles que nous menons au niveau donc, de nos sites, tels que l'aménagement, tels que l'assainissement et plein d'autres choses qui sont là. Donc, vous voyez, c'est important en fait d'aborder surtout cet aspect au niveau donc, des îles de la Madeleine, qui est habité tout autour par des lébous qui ont comme principale activité donc, la pêche. Vous voyez que les ressources floristiques ne sont pas très menacées, les ressources également de l'avifaune ne sont pas très menacées, mais c'est plutôt le potentiel ichtyophonique qui est très souvent menacé. Parce que l'épinime est réputé être le seul site à Dakar qui semble être un site de frayère, mais également de nurserie. Donc il y a une richesse, donc je l'ai dit tantôt, ichtyophonique très importante, et que nous vivons avec une population de pêcheurs qui vont à chaque matin qui se réveillent aller chercher la ressource où elle se trouve, ce qui nous pose énormément de problèmes de surveillance. Mais nous arrivons à les contourner avec l'appui du comité donc, du GIE des éco-gardes qui nous appuie dans ça, avec l'État qui nous appuie également, les agents qui sont sur place, des missions communées avec d'autres organismes comme la pêche, et on assure la surveillance donc, du parc. Voilà. Voilà globalement la mission du parc et la politique que nous développons avec la population riveraine. Nous, on n'est pas carré, on ne dit pas qu'il ne faut pas construire, il faut pas lutter. Et lutter contre Et du fait de ce truc-là, toutes les maisons qui sont sur ce littoral-là, elles ont toutes des trous immenses comme ça. Toutes ces maisons-là, vous voyez, là il y a la mairie, c'est le chapeau pointu qu'on voit avec une grande fenêtre arrondie gris. Elle est préservée parce qu'elle est un peu loin. Mais tout de suite après, il y a le palais du gouverneur. Le palais du gouverneur Roum quand même. C'est quand même la maison la plus prestigieuse de Gorée. Eh bien elle, regardez, il n'y a plus de clôture. Elle est l'une des principales victimes de cette batterie de l'Ouest qui est cassée. Elle est la principale victime. La cour est complètement endommagée. Il y a des trous. Il n'y a plus de balustrade. La balustrade qui donnait sur la mer, il n'y en a plus. Elle est complètement tombée. Et voilà. Hein? Et vous voyez l'eau. L'eau rentre. Vous voyez, ils sont où eux? Est-ce qu'ils voient d'ailleurs? Ils ne voient peut-être pas. Hein? Vous avez vu tous les trous? L'eau, elle rentre dans tous ces trous-là. Et ces trous-là, c'est l'eau. Ces trous-là, c'est l'eau. Ceux qui n'ont pas été, ceux qui ont été, ceux où il y a une arcade, oui, c'était pour faire rentrer l'eau et la faire ressortir. Oui. Alors on en voit une ici, on en a vu une là-bas. Mais tout cela là,
c'est la force de la nature. Et en dessous, c'est écroulé. En dessous, on pourra les voir. En dessous, c'est complètement écroulé. C'est un trou. C'est un trou. C'est quand même le palais du gouverneur. Gouverneur français. Là, tout ça, avec ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça appartient à l'État. C'est dans un état de délabrement avancé. Ça pourrait servir de musée ou mais ça peut être un hôtel, ça peut être un truc de tourisme, ça peut être un truc de réception, ça peut être... Mais pourquoi l'État? Qu'est-ce que l'État? Parce que l'enjeu de l'État... Oui, voilà, l'État, ça c'est une des responsabilités. Ils sont responsables. Oui. Et c'est sûr qu'on peut même les attaquer. Bien sûr. On peut les attaquer sur leur responsabilité, leur non-responsabilité de réhabilitation. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'État dit? Là, l'État, il se rend... Allez. Waregana Seck, rapporteur de la commission environnement du Conseil économique, social et environnemental. Oui. Voilà. Donc, madame, nous venons de faire le tour d'une partie du littoral ouest de Dakar. Nous avons tous constaté qu'une bonne partie de ce littoral ouest est massacré et dégradé, notamment par une urbanisation croissante. Quelle est la politique, quel est le rôle du Conseil économique, social et environnemental? Quel est le rôle que joue le Conseil économique et environnemental sur cette question du littoral? Le Conseil économique et social s'auto-saisit sur des questions d'ordre économique, social ou environnemental. Et sur la question de l'environnement, notre commission s'est auto-saisie sur la question de la pollution des eaux et de la gestion concertée du littoral. Pour ce qui est de la gestion du littoral, nous avons eu à déplorer les risques et la vulnérabilité des changements climatiques sur les populations côtières. Et nous avons recommandé, premièrement, le vote de la loi du littoral, la création d'un office national du littoral qui s'occuperait de la régularisation de tout ce qui est du littoral. Nous avons également donné un avis sur la gestion des connaissances du littoral. Comment nous allons capitaliser toutes les études qui ont été faites afin de pouvoir communiquer ou de donner des solutions adéquates à la gestion du littoral, c'est-à-dire ou utiliser des brise-lames, ou etc., etc. Maintenant, sur la pollution des eaux. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai eu à visiter le littoral côté mer. Et j'ai été extrêmement choquée par la pollution des eaux. L'émissaire de Fann, l'émissaire des HLM, et ici le canal 4. La balade que nous avons eue en mer de l'île de Ngor jusqu'au Mamel, c'est peut-être une balade très agréable. Parce que bon, c'était l'eau de la mer que nous ressentons. Mais à partir des Mamelles jusqu'à Soumbédioune, c'est comme si la balade se faisait dans une fosse septique. Alors il est urgent que le ministère en charge de l'assainissement et de l'hydraulique et le ministère de l'Environnement se penchent sur la question des émissaires, sur les eaux usées qui sont déversées sur le littoral, alors que la population des pêcheurs vivent dans le même site. C'est une chose inadmissible. Remontez les Mamelles, venez jusqu'au quai de pêche qui va être construit ici, à côté du parc national des îles de la Madeleine, c'est inadmissible. Alors, cette question, je vais la faire revenir au Conseil économique. Parce que quand nous avons travaillé sur la pollution des eaux, c'était par rapport à l'émissaire de Cambérène, ou par rapport à la baie de Anne. Mais nous n'avons jamais rien fait sur l'émissaire de Fann, l'émissaire de HLM et le canal 4. Les eaux sont toutes noires de pollution. Et
Prendre la pirogue, c'est comme si vous nagez, vous naviguez sur des eaux usées, des eaux de fosse septique. C'est vraiment terrible. Alors, on veut féliciter AVE d'avoir eu cette initiative en mettant le Conseil économique, l'Assemblée nationale et toutes les ONG qui travaillent sur l'environnement. Ça nous a permis de constater de visu les problèmes liés à l'érosion côtière, la dégradation des mamelles, l'occupation anarchique du littoral, la pollution des eaux, l'assainissement et les déchets. Ancien fusilier commando de l'air, ancien officier de sécurité au niveau des Nations Unies. Et maintenant que je suis libéré de toute obligation, ma passion, la nature, revient, prend le dessus. Et devant certains projets qui ont eu lieu pendant mon absence du pays, je me suis inquiété, mais plus particulièrement pour cette usine de dessalement de mer. Quelles sont les conséquences de la dégradation du littoral sur l'écosystème marin du Sénégal et plus particulièrement sur le littoral ouest de Dakar et au vu surtout de ce qu'on vient de voir à travers cette visite. Le littoral ouest de Dakar est un littoral extrêmement exposé, du fait qu'il compte de nombreux caps, de nombreuses pointes qui vont vers la mer. Or, cette mer est justement en train de revenir vers le continent. Ce qui fait que c'est une rencontre frictionnelle et nous sommes sûrs que dans les deux éléments, c'est le sol qui aura toujours subi les dégâts, puisqu'on n'arrête pas la mer avec ses bras et surtout pas avec du sol meuble, comme la plupart du Sénégal l'est. La présence de quelques rochers au niveau de nos côtes n'est pas une parade. N'est pas une parade. Si en plus on y ajoute la prédation de l'homme sur le foncier, qui en ce moment est un sujet extrêmement important, mais aussi extrêmement sensible. Comme vous savez, la gestion du foncier au Sénégal, c'est devenu pratiquement un fardeau que vont traîner les générations à venir. Et il y a une problématique aussi sur cette question de dégradation littorale qui vous préoccupe énormément, c'est celle de l'implantation d'une usine de dessalement sur le littoral des Mamelles. Le dessalement de l'eau de mer a été agité pendant très longtemps comme une solution. Cependant, une solution ne va pas toute seule. Il y a les effets induits, il y a les effets collatéraux, il y a des effets directs. Le premier effet direct, vous n'irez pas jusqu'à ce point l'imaginer. Pour 1 litre d'eau de mer, on fournit 1 litre de déchets. Le déchet produit par rapport à l'eau douce que l'on gagne est égal à l'unité, de part et d'autre. Alors vous imaginez, aujourd'hui, nous avons un gros problème sur le plan mondial. 47 millions de déchets sont produits par les usines de dessalement, correspondant à tout simplement 230 000 litres par jour. Alors imaginez que la baie de Hann, qui n'est pas à cette quantité de production de déchets par jour, soit aujourd'hui pratiquement invivable. Alors si vous mettez une usine de dessalement d'eau, il y a un déchet particulier qu'on appelle la saumure, qui est tout simplement une concentration beaucoup plus élevée de sel et de composés minéraux de l'eau qui entrent dans la composition de ce déchet-là. Mais où est-ce qu'elle est rejetée? En mer. Elle change de nature et va rejoindre un milieu qu'elle a peut-être quitté, mais dont elle n'a plus la même composition. Elle va altérer ce milieu et les premières conséquences que nous aurons, ce sera sur la richesse halieutique du Sénégal. La saumure a la spécialité de rompre la chaîne alimentaire maritime. Pourquoi? Parce que les éléments microscopiques sont les premiers attaqués. Or, c'est de ces éléments microscopiques que naissent pratiquement tout l'univers marin. Et cet univers marin, aujourd'hui, qui était notre fierté un certain temps, commence à semer des doutes dans l'esprit des Sénégalais. Est-ce que nos richesses halieutiques sont capables de subvenir? Si en plus de cela, nous nous mettons nous-mêmes par une simple usine, on dirait une simple usine, ce n'est pas une simple usine.
c'est une usine de dessalement d'eau de mer. C'est un problème. Si vous voyez la géographie des usines de dessalement d'eau de mer, c'est dans les pays producteurs de pétrole, donc énergétivores. Le Sénégal a des problèmes d'énergie. En plus, la conservation de la nature. Le Sénégal n'a pas les grands moyens. Donc le traitement des déchets qui posent des problèmes au niveau mondial, je ne crois pas que le Sénégal, pour le moment, a la technologie pour les résoudre. Mais nous avons un point extrêmement sensible qui me fait peur. La position de l'usine. L'usine est posée sur l'épicentre de nos populations de pêcheurs. Cet épicentre, c'est le phare de Mamelles. Vous avez en amont toute la chaîne Kayar-Saint-Louis. En dessous, vous avez jusqu'à Mbour. Qui contrôlera les effets du courant sur la saumure? La saumure qui ira détruira au fur et à mesure. Déjà que les pêcheurs vont très loin pour trouver le poisson. Si la saumure intervient, ils vont aller encore beaucoup plus loin. Mais est-ce qu'ils en auront la capacité? Et que deviendront-ils si on se rend compte que ça ne vaut plus le coup d'aller en mer? Et quel est le cri d'alarme que vous pouvez lancer? Parce que cette usine de dessalement, c'est une des priorités du gouvernement. Quel est le cri d'alarme que vous pouvez aujourd'hui? Le cri d'alarme, c'est que nous avons des alternatives à cette usine de dessalement. Combien d'enfants sont morts dans les bassins de rétention? Depuis combien d'années cette eau est là stagnante? Malgré un débouché vers la mer, elle est là. Pourquoi ne pourrait-on pas dessaler cette eau? Purifier, pas dessaler. Purifier tout simplement cette eau, l'envoyer dans les Niayes à la place de l'eau de la SDE qui y va en branchements sociaux ou en branchements gracieux à des clients. Alors ça, c'est déjà une alternative et beaucoup moins chère. Il suffit de PVC et de stations de pompage. Il n'y aura pas d'énergie. La station de pompage sera branchée sur le courant comme toutes celles de la SDE et elle récupérera tout ce débit qui va dans les Niayes, dans souvent ce que moi j'appelle des fermes de prestige. Le gars a une ferme parce qu'on a dit que maintenant l'agriculture c'est l'avenir. Il y est une fois par mois, une fois par 6 mois, mais les bêtes sont grassement nourries, elles sont douchées, il y a des bassins pour les chevaux qui doivent nager pour se maintenir en forme, pendant que les gens manquent d'eau. Et ils peuvent bien nager dans les bassins de rétention. Sinon, qu'on leur amène cette eau de rétention-là qui remplacerait l'eau potable qui a été amenée à grand coût à partir du lac de Guiers et qui devrait bénéficier exclusivement à la boisson et à l'utilisation alimentaire. Donc, mon cri de cœur, c'est s'il vous plaît, cette usine de dessalement n'est pas à son heure. Résorber le déficit énergétique du Sénégal pour au moins déjà que ce litre d'eau que l'on fournit avec 8 kWh ne puisse pas distraire cette énergie dont nous avons besoin. C'est extrêmement important. La saumure, ça va être la catastrophe écologique du siècle, puisqu'on n'est même pas encore capable en ce moment d'arrêter le cancer qui est en train de manger la baie de Han. Alors une baie de Han bis, le Sénégal n'en a pas besoin. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait.
mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Sous-marin, il quitte le port de Dakar, sous la mer, et ça fait 2 ans qu'il est cassé. C'est le câble électrique, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de courant. Ça fait 2 ans qu'on est relié à l'énergie par un groupe électrogène. Donc c'est la pagaille, le câble est cassé, et il était cassé régulièrement. Comme le câble est cassé, il était cassé régulièrement. Donc déjà... Le bonheur, il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là,